Bonjour et bienvenue à la séance d'information sur la réforme à long terme des services à l'enfance et à la famille des Premières Nations. Avant de commencer avec la session d'aujourd'hui, j'aimerais demander à l'aînée Judith Clark de nous offrir une prière d'ouverture. Bonjour. Bon matin tout le monde, bienvenue. C'est un honneur pour moi d'être ici avec vous. Je viens de l'île du Prince-Édouard. Merci, Créateur, de nous rassembler aujourd'hui et de reconnaître les enseignements de nos aînés. On a un grand respect pour toute la nature et à toute la création et à tous les animaux. Notre compréhension de notre connexion à la terre et à la mère nature, beaucoup d'amour à tout le monde au niveau spirituel, à tout le monde qui sont ici avec nous, à nos membres qui sont malades et à nos familles qui ont besoin. Continuer de soutenir nos familles à travers toutes leurs difficultés. Et merci de nous permettre de nous rassembler aujourd'hui et que vos enseignements puissent nous être partagés. On vous demande aussi de, de la sagesse, de l'amour, du respect pour que nous puissions offrir ça avec tout le monde, qu'on puisse faire tout ce qui doit être fait. On demande de l'honnêteté pour que personne ne nous mentira. On demande de l'humilité pour que personne ne soit supérieur aux autres. Et Créateur, nous demandons de la vérité pour que nous puissions vous voir lorsque le moment viendra. Merci beaucoup. Merci, Annie Judith, pour vos paroles. Je veux simplement vérifier que la chef nationale se joindra à nous. Elle est en Colombie-Britannique cette semaine, donc on va lui donner quelques minutes pour se joindre à nous. Donc la chef nationale nous souhaite une bonne session. On va passer à vous souhaiter la bienvenue à la quatrième et dernière séance d'information sur la réforme à long terme des services à l'enfance et à la famille des Premières Nations. Mon nom est Lauren Dockstader. Je suis Je travaille pour l'Assemblée des Premières Nations. Je fais partie de la nation de Six Nations. Je serai la modératrice pour la séance d'aujourd'hui. La, la session vous est présentée du territoire non cédé du peuple Anishinaabe. Aujourd'hui, c'est la dernière séance de rassemblement euh, que nous avons organisée pendant l'été pour vous informer sur la réforme à long terme du SEFPN. Dans les dernières réunions, nous avons fait un survol du financement qui tourne autour de l'accord de 47 milliards de dollars. On a entendu parler de Ashley qui nous a parlé des différentes modalités du financement sur l'opération et la maintenance et les, les- la moins disruptive. Cette dernière session a parlé de la prévention et du financement sur l'éloignement et les services à long terme. Pour ceux et celles qui n'étaient pas là dans les dernières séances ou si vous vouliez revoir l'information qui était dans les trois dernières sessions, je vous invite à visiter le site web de l'APN pour consulter l'information qui avait été distribuée à l'époque. L'enregistrement de la réunion d'aujourd'hui sera aussi publié sur le site web de l'APN. Aujourd'hui, on se concentrera sur la, la gouvernance et la reddition de comptes. On entendra d'abord parler
de Ashley DeLake qui va nous parler des différentes sections de l'entente qui parlent de la reddition de comptes et la gouvernance et au niveau de la communauté aussi. Ensuite, Lacey Cassis nous présentera ensuite les provisions du gouvernement sur l'entente, qui parlera entre autres les différents comités qui verront à la mise en œuvre de l'entente et qui visera à faire en sorte que la reddition soit bien gérée. Ensuite, Maggie Wente nous présentera sur le règlement des différends, y compris la comparaison entre les différents mécanismes qui sont présentés du TCDP, le Tribunal canadien des droits de la personne. Ensuite, vous pourrez poser vos questions. On aura une période de questions. Il y a un bouton en bas de l'écran qui, vous pouvez l'utiliser à tout moment pour nous envoyer des questions qui seront ensuite posées aux panélistes dans la section prévue à cet effet. Vous pouvez aussi utiliser pardon, le clavardage pour passer des commentaires et vos réflexions. Mais si vous avez des questions, s'il vous plaît, utilisez le bouton prévu à cet effet. Donc, il y aura beaucoup d'informations présentées aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Si vous en avez qui vous vient après, n'hésitez pas à nous écrire à notre adresse courriel pour faire un suivi sur le contenu qui vous sera présenté aujourd'hui. Ces services d'interprétation sont disponibles en anglais et en français. Vous pouvez utiliser le bouton prévu à cet effet, le bouton interprétation, pour entendre cette réunion dans la langue de votre choix. Ceci étant dit, je passe la parole à Ashley pour qu'elle puisse se présenter et commencer la présentation d'aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Merci à Judith de nous avoir fait une belle prière de présentation ce matin. Comme mentionné, mon nom est Ashley Delay. Je suis l'analyste des politiques principales du dossier des services à l'enfance et à la famille des Premières Nations. C'est un privilège pour moi de travailler sur ce dossier-là depuis les 3 dernières années à l'APN, mais j'ai aussi travaillé à la recherche plus tôt, depuis 2016 environ. Aujourd'hui, je vais vous parler des mesures du rendement et de la reddition de compte, de cet aspect-là du projet d'accord. Euh, la mesure du rendement peut être définie comme un processus pour la- l'efficacité et la reddition de compte de tout programme. C'est un outil pour récolter, analyser et évaluer euh, un programme pour savoir si ses objectifs sont en cours de résolution. La collecte de données est un aspect important des mesures de rendement et de reddition de compte. C'est un aspect important pour éviter la discrimination au sein de la classe. On sait que ces mesures sont mandatées par le Tribunal canadien des droits de la personne suivant une décision importante qui a déterminé que le programme de SEFPN euh, faisait la discrimination contre les enfants autochtones. Donc, on, on a reçu par le Tribunal canadien des droits de la personne un mandat de négocier une réforme. Un de nos objectifs est d'assurer qu'il n'y aura plus de discrimination dans ce dossier-là à l'avenir. Un des grands aspects du projet d'accord est que il y a une liste d'indicateurs qui ont été testés par des collaborateurs, par les Premières Nations, des collaborateurs des Premières Nations et des agences qui ont travaillé avec un institut qui a fait de la recherche qui a été menée par l'Assemblée des Premières Nations, qui se concentrait sur
le prix des réformes en travaillant avec les participants de recherche pour développer des indicateurs. Ces indicateurs-là, il y en a environ 17 que tout le monde peut utiliser pour tous les indicateurs c'est pas nécessaire que ça respecte tous les indicateurs, mais s'il y en a plusieurs pour appuyer la- 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 pour favoriser l'information de ce qui se passe euh, dans les services à l'enfance, les agences ont fait plusieurs ateliers, séries d'ateliers qui ont vraiment permis de, de- de- de concentrer les indicateurs. Vous les voyez à l'écran en ce moment, ces indicateurs-là sont pour les Premières Nations. C'est pour utiliser pour les Premières Nations et pour reconnaître la façon dont dont l'agence sert les enfants et comment les enfants vont pendant qu'ils sont en service d'accueil. Donc, on veut voir ce qui peut affecter l'intégration des enfants. L'important, c'est vraiment de favoriser la connexion à la terre, la participation aux cérémonies et qui ont du soutien avec des initiatives communautaires et qui ont accès à l'apprentissage de la garde des jeunes enfants. Aussi, ce qu'on a entendu, c'est que même si on continue à suivre les enfants, même aux études postsecondaires, on aimerait peut-être savoir si les enfants ont des aspirations aux études postsecondaires pour que lorsqu'ils vieillissent, surtout avec le soutien post-majorité, on veut s'assurer qu'on puisse leur offrir un soutien pour s'assurer que ces enfants-là qui veulent se rendre aux études postsecondaires aient du soutien pour réussir à le faire. Comme je le disais, euh, ces indicateurs-là sont surtout pour les Premières Nations. Il y a aussi un plus petit groupe d'indicateurs qui sont plus pour les choses que l'agence doit offrir pour les Premières Nations. On veut recevoir cette information-là pour le rapport des finances afin d'assurer que le programme fonctionne bien du côté du gouvernement et qu'on reçoive toujours du financement et pour essayer d'identifier certains facteurs de contexte lorsque les enfants se retrouvent en service d'accueil. Par exemple, lorsque l'habitat et l'accès à l'eau sont la- c'est des problèmes auxquels ils doivent faire face lorsqu'ils sont pris en charge. Ça devrait jamais être une raison, la seule raison qu'un enfant devrait être pris en charge, mais on sait que c'est un des problèmes qui peut se produire à la fois. On sait que si une maison est en mauvais état ou s'il n'y a pas d'accès à l'eau, c'est parfois un facteur important qui joue sur le bien-être de la famille. Donc, on a vu à l'occasion que ces facteurs-là doivent vraiment être considérés. C'est une bonne façon d'essayer de connecter ces points-là pour voir la fréquence à laquelle ces facteurs-là affectent les enfants et pour utiliser ces données-là pour encourager qu'il y ait de l'investissement qui soit fait dans ces secteurs-là, dans le logement et l'eau. Ces autres indicateurs-là sont une raison plus pour la prise en charge elle-même, la raison qui vont faire en sorte que les, comme le logement et l'eau, qui font en sorte que les enfants entrent en charge. On sait que les enfants, lorsqu'ils sont en communauté, est-ce qu'ils sont stables? On, essa- on veut essayer que ces enfants-là ne soient pas barouettés d'un côté à l'autre. Aussi, il y a des cas où est-ce que cette prise en charge-là les enfants sont. On entend souvent parler des enfants qui sont abusés pendant qu'ils sont en charge. On essaie
d'adresser ces problèmes-là, c'est important-là, lorsqu'il y a de la maltraitance des enfants qui sont pris en charge. Et ensuite, il y a les résultats, la réunification, que ce soit avec leur famille d'origine ou une famille élargie, qui vont y aller de façon plus permanente. Et le motif au moment de la sortie du programme de prise en charge. Donc, qu'est-ce qui fait qu'ils vont entrer et sortir du programme? Un des, un des autres aspects de mesure de suivi qu'on essaie de voir quelles sont les ressources communautaires et comment on peut soutenir les enfants qui sont pris en charge et on essaie de trouver où sont les lacunes. Cette information-là et de l'information qu'on encourage les Premières Nations à recueillir pour leur propre bien et aussi pour le bien des enfants qui sont en service. C'est entre autres cette information-là, c'est la collaboration que que le projet d'accord voit dans la collaboration entre l'agence et les Premières Nations. Donc, ce qu'on espère voir, c'est que cette information-là aidera les agences à comprendre quelles sont leurs lacunes et essayer de voir quelles ressources pourraient assurer qu'un enfant, lorsqu'il est pris en charge, que ces ressources-là lui soient disponibles, lui soient plus disponibles, en fait. On aimerait voir, entre autres, les Premières Nations qu'ils puissent travailler avec l'agence pour leur offrir un profil de ce que les services communautaires, les services sociaux, le prix, le coût de la vie général, les conditions des logements, euh, est-ce qu'il y a un problème avec l'eau? Ces situations-là seront tous offertes, surtout disponibles dans les données publiques. Les Premières Nations, s'ils ont besoin d'aide pour la récolte de cette information-là, cette collecte d'informations-là, on a un secrétariat d'information qui est une organisation qui peut vous aider à collecter ces informations-là pour faire pour en faire l'analyse aussi par la suite, soit par les Premières Nations, par l'agence. Donc, il y a c'est ce soutien-là qui est disponible pour tous ceux qui en auraient le besoin. Comme je le mentionnais, le plan de mieux-être de l'enfant et de la communauté, c'est un outil dont on espère que les communautés pourront travailler entre l'agence et une collaboration entre l'agence et les Premières Nations pour que il y ait des Premières Nations qui ont des bonnes relations avec leurs agences, qu'il y a beaucoup de travail collaboratif, mais ce n'est pas le cas partout. Ce plan aide les agences et les Premières Nations à à éviter qu'il y ait de la duplication des services. Donc, bien entendu, l'agence a par la loi a le mandat d'offrir des mesures les moins perturbatrices de prévention. Donc, tout ce qui est dans leur mandat par soit les lois provinciales, territoriales ou fédérales. On pourrait aussi opérer euh, certains autres, euh, certains autres services qui pourraient aller au-delà du secteur principal, mais c'est ce qui devra être décidé en collaboration entre les Premières Nations et les agences. La Première Nation pourrait, par exemple, mettre l'accent sur leur plan de prévention, sur les activités axées sur la terre, l'aide au ménage ou des programmes de sécurité alimentaire pour les familles qui auraient besoin de ce soutien supplémentaire-là, ainsi que les Premières Nations, les soutiens pour les post-majorités, et aussi les Premières Nations, des représentants des Premières Nations, qui est
un avocat des Premières Nations qui vient euh, pour plaidoyer en faveur des Premières Nations, pour essayer de faire en sorte que l'enfant reste euh, en famille plutôt que de tomber dans l'agence. Je crois que c'est l'annexe 5 du projet d'accord où vous verrez un gabarit pour, pour ça. C'est pas un gabarit qui est très complet, mais c'est vraiment dans le but de favoriser cette relation collaborative entre les Premières Nations et l'agence. Les agences vont avoir l'objectif de recueillir des données. Bien entendu, souvent les Premières Nations ont souvent des bons programmes pour faire ça. Donc, ça se poursuivra. Puis ces agences-là vont- le projet d'accord il va changer la direction de la reddition de comptes et des rapports. Les, les agences doivent des comptes au Canada pour leurs dépenses, mais il n'y a pas de compte à rendre pour les Premières Nations, pour les services qu'ils offrent, puis on essaie de changer cette direction de reddition de comptes aux Premières Nations. Donc, la collecte de données et les rapports doivent être partagés avec les résultats de ces doivent être partagés aux Premières Nations, puis ensuite ils pourront appuyer les agences à identifier les secteurs prioritaires de ce qui ressort de ces données-là. Donc, on espère encourager cette collaboration-là, cette relation de collaboration pour ce qui a été démontré dans cette diapo-là. Je crois que ça conclut cette section-là. Je veux juste parler un peu de ce secrétariat que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, en arrière, le, le- le secrétariat sera au niveau régional, puis au niveau national. Il y a quelques régions qui ont déjà une entité semblable à ça. Le projet d'accord essaie d'utiliser ces organismes-là qui existent déjà, qui font déjà ce travail-là de collecte de données, d'assurance de qualité, qui travaillent déjà dans ces régions-là, mais on essaie aussi que toutes les régions puissent bénéficier d'un secrétaire comme celui-là, parce qu'on veut que tout le monde puisse avoir accès à un organisme qui fait, c'est un organisme indépendant, neutre, qui est là pour appuyer les Premières Nations et les agences du côté des données. Dans la structure de financement, les agences reçoivent du financement pour si, si c'était dans le financement de base de l'agence de- depuis 2018, tout ce qui aurait pu être inclus dans ces dépenses-là, l'agence verrait ça dans leur financement de base pour que ça continue l'assurance de qualité. Puis les Premières Nations recevront aussi du financement dans une catégorie qui s'appelle résultats pour appuyer soit le sourcement des données, l'utilisation d'entreprises autres pour la collecte de données, l'analyse de ces données-là, pour que le bureau puisse faire ce travail-là. Il y a aussi le secrétariat pour appuyer. Une des parties, un des rôles du secrétariat est de récolter les données anonymes dans des régions et les rassembler ensemble pour avoir une image de ce que de la façon dont les programmes fonctionnent au niveau provincial puis fédéral. On essaie d'avoir une image plus large des données sur comment vont les enfants qui sont pris en charge. C'est pas quelque chose qui a été fait jusqu'à présent. On a très, très peu de données, mais tout ce qu'on a, c'est ce que SAC nous envoie. On ne sait pas pourquoi les enfants entrent en service, on ne sait pas pourquoi ils ressortent, pourquoi ils reviennent s'ils ont déjà été une fois.
ce sont vraiment l'objectif du secrétariat, c'est vraiment d'avoir le plus d'informations possible et d'assurer que la réforme fonctionne comme prévu et qu'on puisse, au besoin, corriger le tir, rectifier le tir. Encore là, on a à la cinquième et à la 10e année, on a de l'analyse de données qui sera faite pour essayer de voir les résultats de cette réforme-là. Je crois qu'on avait une question. Est-ce qu'il y avait une question, Lauren? Oui, merci Ashley de ta présentation. Avant de passer à Lacey, j'ai essayé de voir si tu peux répondre à cette question qui est directement liée à ce que tu parlais. Est-ce que les agences récoltent déjà des données de Pathways? Il y a quelques agences qui pourraient déjà recueillir cette donnée-là pour les utiliser à l'interne. Donc, mais il n'y a pas de mandat pour que les agences récoltent ces données-là et ces indicateurs spécifiques-là et les partager aux Premières Nations. Bien sûr, ce seraient des données anonymes et aussi du soutien pour les ententes de partage d'informations. Donc, on sait que les, on sait que certaines Premières Nations pourraient avoir un très faible nombre d'enfants en, on- donc, ça entre en compte dans la décision de la façon dont on va partager ces données-là, mais ces données-là seront bien entendu anonymes. En ce moment, l'agence n'a pas à partager cette information-là du tout. C'est- Certaines agences ont peut-être avec une entente de partage d'informations avec la Première Nation, mais ce n'est pas le cas pour toutes les agences. Donc, c'est pour ça qu'on veut essayer de mettre en place une mesure de reddition de compte. Il y a un autre point et que c'est des informations que SAC n'a pas nécessairement en main et qui peuvent pas SAC peut pas vous dire des 100 enfants qui ont été pris en charge. Ils peuvent pas nous dire combien de ces enfants-là viennent d'une communauté. Ils peuvent pas nous dire combien de fois ont été pris en charge ces enfants-là. Ils peuvent pas nous dire pourquoi ils ont été pris en charge ou s'ils ont été réunifiés avec leur famille ou à quoi ressemblait leur situation de logement. OK. Il n'y a pas grand-chose qu'on connaît du parcours des enfants qui sont pris en charge, que ce soit au niveau régional ou national. On ne peut pas vraiment savoir comment le financement, co- si le financement est bien utilisé parce qu'on n'a pas, on ne sait pas ce qui se passe aux enfants. On ne sait pas ce que vivent les enfants qui sont pris en charge. On ne peut pas identifier des points d'intervention qui ont été comme un placement en communauté ou la stabilité, on ne peut pas savoir si les enfants ont été abusés. Les agences ont peut-être accès à une certaine portion de cette information-là, mais ils ont pas, ça fait pas grand-chose dans de façon plus globale. Ils peuvent l'utiliser pour leur propre euh, assurance de qualité, mais en ce moment, on sait très, très peu de choses sur le programme Pathways et leur entrée dans en charge, ça fonctionne. Si vous avez d'autres questions qui sont en lien avec ce que HC vient de vous présenter, alors vous pouvez ou bien les mettre dans la fonction questions-réponses, ou bien vous pouvez les mettre dans le chat aussi. Alors, il y a un petit bouton au bas de votre écran pour répondre aux questions. Alors, les éléments que Ashley a couverts aujourd'hui sont très importants et il faut savoir à quel point cela a un impact important sur nos enfants sous cette réforme. Je vais maintenant vous présenter, vous retourner à notre prochain présentateur pour vous présenter le mécanisme de la réforme dans ce système. Alors, bonjour. Alors qu'il a déjà été mentionné au sujet des conseillers Premières Nations, et je vais
vous parlez particulièrement sur la structure gouvernementale, sur le programme de réforme des SEFPN. Alors, voilà le comité de mise en œuvre de la réforme. Il y a, il y a différentes tables, différents comités et il y a des potentiels aussi, ce que nous appelons la réforme, les informations sur la réforme, ce qui est aussi reconnu sur le REC, c'est-à-dire le CNR, et c'est-à-dire que c'est une supervision de tous les contrôles, panels et communautés et comités. Et c'est des recommandations et des instructions qui, on a par exemple le secrétaire national, on a des secrétariats régionaux aussi, on a des comités consultatifs, on a aussi des comités de régions éloignées. Ce sont des éléments que l'on pourra voir durant la présentation. Et comme il a déjà été mentionné, Ashley en a un peu parlé, nous avons ici un secrétariat national qui sera responsable pour la collecte des données et aussi la génération de ces données, mais ils sont aussi présentés à CNR, les recommandations pour les réformes, et essentiellement, euh, ils sont là pour mener et orienter les programmes. Nous avons aussi envisionné, visualisé ou envisagé un comité local qui pourrait avoir une perspective régionale. On a aussi, pour notre collecte de données, des informations qui seront données à la communauté et il sera une ressource qui sera remise au commissariat national. Et nous avons aussi un secrétariat de l'éloignement sous la réforme euh, qui sera en charge de la collecte des données et l'analyse et le soutien des opérations. C'est comme une plaque tournante pour les pratiques exemplaires et aussi cesseur des ressources pour le CMR qui présente les recommandations de réforme par l'intermédiaire de la table sur l'éloignement ANSI Canada. Ici, le comité de mise en œuvre de la réforme, ils seront vraiment sous la supervision et contrôle de la mise en œuvre du programme réformé. Il considérera tous les examens et le processus, y compris les évaluations du problème et toutes les évaluations qu'on a sur le programme. Il présente aussi des recommandations au Canada concernant les modifications à apporter au programme réformé de SFPN. Il recevra aussi des recommandations et d'autres informations, comme par exemple les comités consultatifs d'experts, la table de l'incidence l'éloignement NAN Canada, la table de l'éloignement ENCA Canada, le secrétariat national. Euh, il y aura aussi d'autres entités, comités d'examen et autres. Sous cette entente, et le GMR, chacun des comités, il y aura 12 membres qui feront partie de ce membre et la responsabilité du CMR sera supervisée et reformée aussi et pourront faire des recommandations pour améliorer, avoir une meilleure représentation à travers toutes les régions. Et évidemment, le GMR, je vais mentionner aussi que ces engagements sont vraiment préoccupés et nous pourrons retourner à la table de négociation pour recontrôler, refaire et vérifier notre engagement régional. Alors, ceci veut dire que d'ici, nous avons 10 membres et chacune de ces parties nommées euh, représente régionalement certaines de leurs responsabilités de CMR, comme j'ai déjà mentionné, c'est de superviser le programme réformé en général et l'organisation, l'évaluation du programme.
certains d'entre eux aussi, on aura besoin d'examiner les solutions si le Canada ne parvient pas à s'entendre avec les provinces. Et aussi l'imputabilité dans les régions. Ce sera responsable pour superviser le comité d'experts, consultatif d'experts, puis ils seront aussi responsables de nommer un contrôleur indépendant qui sera chargé de surveiller la mise en œuvre par le Canada des recommandations de réforme qui sera acceptée par SAC. Et une des choses importantes, c'est qu'il sera capable de recevoir des rapports et publier des rapports d'étape annuels. Comme j'ai déjà mentionné, nous avons aussi établi différents comités qui vont aussi assister le CMR. Il y en a des comités d'examen systémique, des comités consultatifs techniques. Alors, le comité d'examen systématique sera établi par le CMR, le comité d'examen pour les fonctions d'examiner les éléments ci-dessous et les cerner. Il y aura peut-être des ajustements, des demandes d'ajustement des fournisseurs de services reçus par ça puis les différents présentés par les demandeurs devant le tribunal des règlements, et puis aussi aujourd'hui toute rétroactive et tout commentaire des demandeurs. Euh, Ils seront aussi responsables, tout rapport, feedback pour concernant les expériences de ci. Nous avons aussi un comité technique consultatif qui sera formé par la CMR. Il s'agit d'un sous-comité chargé de fournir des conseils techniques sur la mise en œuvre du programme réformé de SEFPN. Et il sera aussi responsable des tables régionales tripartites et techniques si le juge nécessaire. Il sera aussi les jeunes actuellement ou anciennement pris en charge auront la possibilité de donner leurs avis sur la mise en œuvre du programme formé par le SEFPN. Nous avons aussi, comme j'ai mentionné plusieurs fois dans cette présentation, nous avons un comité consultatif expert et faisant partie de cet programme, il oriente une évaluation du SAC sur la tierce partie et les recommandations de réforme contenues dans les rapports d'experts de la tierce partie vraiment seront transmises directement au CMR aux fins d'examen. Il y a aussi un réseau de jeunes pris en charge. Ce réseau est un réseau régional et national indépendant et apolitique, réunissant des enfants et des jeunes des Premières Nations qui sont pris en charge et des jeunes adultes anciennement pris en charge. Et sous ce programme on a aussi un programme d'organisation d'évaluation des programmes qui apportera vraiment essayer d'étendre les tensions qu'il y aura pendant l'évaluation de ce programme. Il pourra aussi présenter le rapport d'évaluation du programme au CMR. Comme on l'a déjà mentionné, sous cette réforme, il y aura deux évaluations de différents programmes. Il y aura deux programmes qui seront évalués et effectués par des organisations indépendantes. La première évaluation du programme aura lieu le 31 mars 2028 et la deuxième évaluation du programme qui aura lieu le 31 mars 2033. L'objectif important des évaluations du programme, c'est d'examiner, d'évaluer et de documenter dans des rapports la mesure dans laquelle le programme réformé du SFPN a réalisé des progrès dans l'élimination de la discrimination et la prévention de sa réparation. Et il doit aussi, aussi pour but de présenter le CMR des rapports à prendre en compte lors de la forme de recommandation concernant les modifications à apporter au programme. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser? Sinon, vous aurez une autre présentation qui pourra euh, discuter davantage de ceci. Et on pourra aussi établir les processus alternatifs de règlement des différends au sujet du programme de service enfance et famille. Merci beaucoup. Oui, ceci a vraiment amené beaucoup d'attention sur le fait que la réforme a besoin d'être vérifiée, monitorée. Alors maintenant, on va retourner à Métis
qui est membre de First River First Nation. Peut-être qu'elle a concentré sa concentration sur améliorer la qualité des services de enfants et familles. Et elle a essayé d'établir une législation et, à travers plusieurs de son leadership, à travers toutes ces années, et elle fait partie de la livraison de services légaux euh, de 2016 à 20, j'ai pas compris. Elles vont présenter le règlement des différends. Alors voilà, je vous le présente. Alors merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous euh, accueille ici sur un territoire non cédé en Ontario et on m'a demandé de vous donner une présentation sur les mesures de rendement et sur le règlement des différends. Alors, je suis responsable de ce dossier. J'ai me joint en 2016 et j'ai été impliquée dans ce dossier beaucoup plus avant cela même. Alors, vous n'êtes peut-être pas au courant qu'en Ontario, la situation financière et de financement est différente et le travail est fait par le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral rembourse les agences pour une portion du financement. Et voilà, cela présente une entente qu'on a eue en 65, je crois, et, et c'est à la table depuis déjà longtemps parce que la situation en Ontario est vraiment très différente des autres à cause de cette façon de financer. Alors, moi et mon équipe, parce qu'on a beaucoup de travail, on avait beaucoup de travail sur cette entente, c'est difficile. Elle parle tellement vite, je suis désolée, je fais mon possible. Alors, je suis contente d'être parmi vous. Je ne suis pas en contrôle de ce dossier. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe. On va voir quels sont les processus alternatifs de règlement. Alors, je vous ai tout simplement commencé à parler de pourquoi nous aurions un processus alternatif de règlement différent. Pourquoi est-ce qu'on aurait ce modèle-là? Ben, ça a été soulevé plusieurs fois, bien euh, avant de pouvoir se poser sur le tribunal canadien. Pourquoi est-ce qu'on essaie toujours de créer une table et de remplacer cette table par quelque chose de plus efficace? Alors, une des choses, c'est que euh, il y a des choses communes entre les deux. Et c'était commun dans les différents contrats d'avoir des mécanismes pour résoudre les différends. Mais c'est toujours dans tous les contrats, presque dans tous les contrats, mais dans celui-ci, il y a peut-être des différences. Je crois qu'il y a probablement plusieurs aspects dans ce contrat qui ne pourraient pas être résolus ou qui pourraient, par le tribunal canadien, ce qui ne pourrait pas le résoudre. Mais il y a des alternatives. Une autre raison pourquoi on a le processus d'alternative de règlement, c'est pour que ce soit réglé plus rapidement. Euh, c'est important que les gens pourraient être remis ceci entre les mains des experts et nous travaillons avec les experts des Premières Nations. Et vous savez, ou bien on a des expériences d'experts avancés, mais vous allez voir un petit peu plus loin, une des choses qui est très importante dans ce modèle, c'est que le tribunal aura un adjudicateur pour régler, c'est-à-dire une autre raison pour avoir cet arbitrage pour les Premières Nations et les agences, et d'avoir normalement, pour avoir des requêtes. Il y a un mécanisme à l'interne aussi, et ce n'est pas nécessairement indépendant de la structure du Canada, par cependant. Alors, on a, pour avoir cette euh, résolution, on a des options et on demande aux Premières Nations de ne pas avoir euh, besoin de passer à travers un tribunal de règlement. C'est une façon absolument normale.
Celles-ci sont les raisons pour lesquelles il est important d'avoir un processus alternatif de règlement différent. C'est fait partie des mandats canadiens d'avoir une situation où est-ce qu'on a une option et que ce n'est pas le modèle qui travaille avec le tribunal. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle les partis des Premières Nations sont intéressés de le régler eux-mêmes. Avec ceci en tête, passons à la prochaine slide. So, il y a deux types de règlements qui sont contemplés ici pour afin d'avoir le premier. Ici, c'est les Premières Nations et les agences, entre les Nations et les agences, sous cette entente entre les fournisseurs de services, ils reçoivent le financement et après, ils le retournent aux Premières Nations. La juridiction le tribunal, proposé tel qu'il est, c'est peut-être pas la même entente qu'ils ont avec le Canada. Ce sont des différends qui sont à l'intérieur des ententes ou qui ne le sont pas. Si le Canada manque ou faille à rencontrer cette demande d'ajustement de financement, que ce soit est juste ou pas, ou qu'il soit ou pas en légitime associé ou pour pouvoir offrir des services, alors le tribunal pourra résoudre ce différend en disant oui, vous êtes ou vous n'êtes pas, vous n'avez pas droit ou vous avez ou vous n'avez pas droit à ce financement-là. Alors, c'est à ce moment-là que ça se décide. Alors, les financements des mobilisations seront à ce moment-là réglés. Ce sont des modèles que l'on utilise jusqu'à date. En théorie, si cette entente se règle, c'est peut-être quelque chose qui pourrait être adopté plus tard, mais ça, c'est un autre sujet. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, les membres éminents des Premières Nations, c'est-à-dire que ceci, c'est une position qui existe sous l'entente courante en ce moment. Euh, Parce que ce n'est pas installé comme tel, c'est impossible de régler euh, cette différence. La différence entre les différentes parties, entre les Premières Nations et Canada, et c'est comment arriver à voir une entente. Cette personne-là pourra donc parler au sujet de oui, aller de l'avant, allez-y ou pas. Nous avons ce rôle, évidemment, puisque depuis qu'elle a été raffinée, que les membres des Premières Nations peuvent engager des parties de discussion informelles en vue de proposer un large éventail de solutions alternatives de règlement, y compris les procédures traditionnelles de règlement. Diapo suivante. Alors, voici la partie qui explique les processus provisoires du règlement de différends. Euh, c'est, mais ça va rendre les trois parties dans une entente. Alors, on continuera le processus de jugement existant actuellement dans le programme BSEFN, continuera de servir et à statuer sur les appels jusqu'à la nomination du président. Alors, qu'est-ce que le tribunal de règlement? Ça, c'est le corps, l'organisation qui a été organisée et qui règle les différents. Euh, Ce sont des organisations qui organisent ces règlements. Le tribunal de règlement des différends comprend les agents culturels. On n'a pas nécessairement la personne qui doit juger ça. En ce moment, ils sont pas là. Bon, il y a le président et les arbitres du tribunal du règlement des différends, le greffier du tribunal du règlement des différends, un avocat et un service de navigateur. Ils seront tous présents quand la situation se produira. Ils seront nommés par le Canada, parce que au Parlement, la législation nécessaire à la mise en place du tribunal, parce que il y a
de différentes technicalités qui doivent être révisées. Alors, on n'a pas cette législation pour que tous les partis travaillent ensemble. Alors, il sera rapporté par le président. Le président et les arbitres du tribunal de règlement. Il y aura différents types de contrôles qui sera à l'intérieur il y aura aussi le greffier du tribunal qui réglera les différends pour s'assurer que les Premières Nations et les prestataires de services s'entendent et qu'ils puissent répondre de manière suffisante à leurs demandes. Il y aura un président et aussi un adjudicateur, donc un, un arbitrage. Il y aura aussi des arbitraires, des comités d'arbitraire. Et ceci sera sans charge. Et les agences aussi sont en mesure de présenter des plaintes si cela n'est pas satisfaisant. Et les navigateurs aussi sont des gens qui, donc il y a aussi un avocat de service et des navigateurs, comme vous voyez à l'écran. Alors, particulièrement pour les demandeurs, il y aura un processus aussi qui sera établi. Alors, ici, voilà la diapo qui présente les éléments clés du PARD, donc les différentes communautés, les greffiers, donc il y a le président du centre, quelqu'un qui sera nommé un peu plus tard, de manière qui, quand l'entente sera réglée, ça, c'est la personne qui, finalement, sera en charge, responsable de tout le tribunal. Alors, il sera responsable aussi de collecter les comités d'arbitrage. Il y a le président et les comités d'arbitrage. Le président aussi sera quelqu'un qui, c'est un juge retraité. Les membres et soit alors les partis, soit un juge de la retraite, et ce sera peut-être l'expertise qui pourra être nécessaire ou utile aussi aux Premières Nations également. Alors, je suis passée probablement là-dedans, je ne sais plus. Alors, on retourne à cette diapo ici. Les deux rôles qu'on a, c'est les deux, c'est le navigateur, les avocats de service, les comités d'arbitrage, les greffiers, les agents culturels. Donc, évidemment, les Premières Nations peuvent être consultées aussi dans cette législation. Je n'ai pas en ce moment rien de plus à dire à ce sujet. C'est quelque chose que l'on verra dans l'entente. Et on verra comment un processus de législation fonctionnera un peu plus tard. Et ceci, on verra, à savoir qu'est-ce qui se produira par la suite. La diapo suivante. Alors, comme j'ai dit un peu, le président et la liste d'arbitrage. Le président sélectionnera les arbitres et tiendra à jour la liste d'arbitrage. Alors, bon, d'accord. Si ça a été mis en liste, ça comprendra aussi, dépendant du nombre de personnes qui sont là, sur le nombre de personnes qui sont sur cette liste, peut-être variable à travers les temps. Il n'y a peut-être pas de règlement de différent ou de différent dans les premières années, mais on verra par la suite. Alors, le président, à ce moment-là, aura le pouvoir de s'assurer que tout se produit dans un temps raisonnable. Le temps que cela prendra, si l'entente, par exemple, sera financée et de façon qu'il faut vraiment rencontrer les temps de règlement. Le président se fera de respecter les parités des sexes et la représentation régionale dans les compositions de la liste d'arbitrage, tout autant que la liste d'arbitrage sera composée du président et des arbitres nécessaires pour régler rapidement les différends. Alors, la sélection des arbitres, alors à ce moment-là, sera fait comme de cette manière-ci à travers le Canada.
Les arbitres seront sélectionnés sur la base d'un des critères suivants, par exemple, dépendant s'ils ont une expertise dans le domaine abordé dans l'accord, une expérience dans les programmes sociaux des gouvernements destinés aux Premières Nations, la protection de l'enfance et des bien-être des enfants. Ça dépend aussi si c'est des avocats en exercice de bonne réputation ou des juges à la retraite, des personnes ayant aussi fait preuve d'objectivité, de fiabilité de jugement, évidemment. Vous allez peut-être... oui, question, quoi? Oui, il y a quelqu'un qui demandait une question. Alors, évidemment, les processus qu'il y avait avant, euh, quand il y avait des arbitres, mais ce sera différent. Ce sera différent de ce que nous avions avant. Les arbitres seront vraiment sélectionnés judicieusement. Merci beaucoup. Diapo suivante. Il y aura aussi des navigateurs qui ont été indépendants du SAC et du Canada. Et la navigation aide les demandeurs à comprendre le PARD et aussi à y accéder euh, parce qu'ils sont, à tous ceux qui sont droits au financement, il pourra les aider à remplir le formulaire et rassembler le document pour l'audience du donateur. Bien évidemment, ce ne sont pas nécessairement des avis légaux, mais ça peut permettre le demandeur à répondre aux questions de l'arbitre ou du comité d'arbitrage et toute autre tâche soutien nécessaire pour aider le demandeur. Alors, évidemment, le, 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 le conseil d'arbitrage sera aussi financé pour aider les Premières Nations ou nos avocats à lancer ou à recevoir certains conseils sont à la disposition des personnes qui n'ont pas les moyens de s'offrir les services d'un avocat et qui souhaitent obtenir des conseils juridiques ou être présentés au tribunal. Le président le soutien de l'équipe administrative aussi du greffier. Le rôle de l'agent, il y aura un présenter l'information de l'arbitre ou un comité d'arbitrage concernant les aspects du processus, du règlement. Il y aura aussi le demandeur ou bien, par exemple, un panel d'arbitrage qui pourra prendre des décisions comment, à savoir comment présenter et régler et gérer la présentation des différents. Il pourrait être aussi pris de manière traditionnelle. Alors, il y aura, ils ont besoin de recommandations à l'arbitre ou comité d'arbitrage concernant les aspects du processus de règlement des différents demandeurs. Par exemple, ils veulent avoir une personne dans la ville, peut-être qu'ils n'ont pas, ils peuvent avoir aussi la recommandation d'aînés ou de toute autre personne qui pourrait les aider. Alors ça, il y aura aussi des règlements de procédure à ce sujet-là. Il faut savoir d'où ça vient et que ce doit être l'agent culturel prendra en considération les éléments suivants, comme par exemple les règlements des procédures, que ce soit un petit peu plus flexible. Alors, voir le rôle du agent culturel. Alors, quels sont les avantages finalement de cette entente de règlement des différents côtés? Alors, c'est la compétence du règlement de garde de programme prendra fin une fois qu'il y aura approuvé l'accord. Et c'est accessible aux Premières Nations et aux organisations. Mais c'est pas obligatoire non plus. Alors, ceci sera accessible. Évidemment, et encore là, je dis, ce n'est pas mandatoire, c'est pas obligatoire. Alors, il offre des voies de recours plus souples au tribunal, des audiences et des résultats plus rapides pour calculer les erreurs aussi. Ils peuvent aussi avoir le choix maximum et comment savoir poursuivre le règlement. Ils peuvent aussi avoir le droit au tribunal canadien. Les tribunaux ont aussi la capacité d'avoir plus de flexibilité et offrir différents modes pour les aider. Si le tribunal, par exemple, n'a pas le pouvoir de le faire, alors c'est pas non. Ils ont la juridiction, ils ont le pouvoir, ils ont la capacité d'accorder le financement nécessaire pour que ces gens puissent arriver à une entente. Évidemment, c'est beaucoup plus rapide. Il disait que les voies de recours souples d'un tribunal, ici des audiences et des résultats plus rapides et culturellement adaptés, ils doivent être un petit peu plus souples et, et plutôt que d'avoir des tribunaux avec des avocats et tout. Alors, il serait de préserver les relations des Premières Nations et les organisations, les organismes du Canada. Alors, le pire, c'est de ne pas pouvoir accéder au processus. Alors, évidemment, c'est une relation de financement à long terme. Alors, suivant.
Euh, quels sont les scénarios les plus probables? Alors, ils disent, et c'est, vous devez définitivement aller vers ce règlement de type conciliant ou contraignant. Alors, c'est pour le financement, pour la prévention. Alors, on a dit que c'est calculé sur basé sur la population et ils sont complètement et il faut absolument retourner à l'arbitrage si ce n'est pas réglé. Et si en le regardant disent non, en fait c'est correct, alors on aura droit. Un autre avenue, une autre chose qui pourrait être probablement possible, c'est Pour une agence, si dans leur enveloppe de financement, ils ne pourront pas offrir des services et qui ont besoin de plus d'argent pour des circonstances contraignantes non prévues. Pour les Premières Nations, s'ils sont incapables d'offrir les services de prévention selon leur budget actuel. Une des raisons les plus communes, ça pourrait être s'il y a une urgence qu'ils n'ont pas pu anticiper, par exemple, et que l'enveloppe était dépassé, déjà utilisé durant le reste de l'année. On irait voir SAC et on leur demanderait, en vertu du règlement, on a besoin d'argent de plus. Et si SAC dit non, c'est une façon qu'on peut aller en règlement des différends et le tribunal pourrait euh, obliger SAC à augmenter ce financement-là pour cette raison-là. Ça pourrait être une situation commune qui pourrait se produire. L'APN ne consulte, n'élit pas le président lui-même, mais la façon dont le comité, c'est le comité qui va prendre cette décision-là sur l'élection où ils vont faire des recommandations pour l'élection du président. Donc, c'est le mécanisme que les membres de ce comité-là vont utiliser pour recueillir des commentaires. Prochaine diapositive maintenant. Oh, pardon. Oups, on est encore sur la bonne. Le tribunal va offrir du soutien administratif et le greffier sera financé par le Canada. C'est du financement qui va être supplémentaire au financement recommandé et qui a été négocié et à travers le processus de négociation. Donc, ça devrait être très clair. Cet argent-là ne vient pas de services de financement qui était censé être affecté aux enfants ou aux agences. C'est c'est un montant qui a été négocié par-dessus, en plus de ce qui avait déjà été négocié avant ça. La raison, c'est qu'on veut que le président ait une autorité de prendre des décisions, puisse, puisse faire plusieurs choses comme les résultats, les processus fédéraux, c'est une façon, c'est la meilleure façon pour que le processus soit contraignant pour de vrai. Comme on a dit avant, les consultations avec les différents partis, on a entendu une question comment est-ce que les Premières Nations vont eux-mêmes être consultés pour ça? C'est un processus qui est en cours d'évolution. C'est une question qui est importante de poser, puis on prend ça en note, mais le président va absolument être une personne des Premières Nations qui a de l'expérience, euh, un juge ou un avocat qui a été qui a pris sa retraite, disons. Allocution de clôture. C'est la fin de cette portion de la présentation. Je serais heureuse de prendre d'autres questions sur le règlement des différends. Il y a des procédures très précises qui sont expliquées dans le projet d'accord, que la procédure qu'on utilisera, mais comme on l'a dit, c'est là que l'intention est qu'il y aura des gens qui vont être présents pour vous aider, euh, pour vous donner des conseils et que ce soit possible d'accéder à ça le plus facilement possible. Merci beaucoup, Maggie, pour toute cette information que tu nous as partagée.
Un rappel pour les personnes qui sont ici parmi nous, vous pouvez utiliser la fonction chat pour partager vos commentaires, mais si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le bouton Q&A pour nous poser des questions. Donc, si vous avez des questions pour Maggie, Lacey ou Ashley, posez-les dans la fonction Q&A. Un rappel, euh, la présentation et l'enregistrement d'aujourd'hui seront publiés sur le site web de l'APN dans les prochains jours. De, de même que les présentations des dernières semaines ont déjà été publiées sur le site web aussi. Il nous reste une quarantaine de minutes pour les questions. Et j'animerai je vais poser une première question à Ashley. Est-ce que les données pour est-ce que les données récoltées pour Pathways pourraient servir à voir s'il reste encore de la discrimination dans le processus? C'est une très bonne question. Merci. Oui, je crois que toutes les données qui sont recueillies vont tenter de répondre à ces questions-là. Une des choses que Lacey a dites dans le comité de revue, c'est le genre d'information qui serait très importante pour ce comité-là, pour essayer d'évaluer les données, pour, la, pour voir les aspects discriminatoires, pour essayer de rectifier le tir en lien avec les problèmes qui pourraient survenir. Certains des indicateurs, comme en lien avec l'eau et les logements, et les répercussions que ça peut avoir sur l'entrée dans le système des jeunes, le contexte d'où viennent ces enfants-là. Ce ne sont pas exactement le programme de SAC. C'est pas exactement ce que SAC contrôle au niveau du programme, mais on sait que le sous-financement et le manque de financement, les lacunes de l'infrastructure sur les réserves créent ces pressions supplémentaires-là sur les enfants et les familles et qui a un aspect discriminatoire dans ces lacunes-là qui doivent être évaluées dans le contexte des services à l'enfance. Il y a tous ces effets supplémentaires-là qui doivent être mieux compris. Ce sont il y a une partie de ces informations-là qu'on doit vraiment comprendre, d'où la discrimination fait en sorte qu'il y a la surreprésentation des enfants qui sont pris en charge. Un des aspects est la stabilité et être pris en charge dans la communauté. Il y a beaucoup de familles vont nous raconter, et la littérature en parle aussi, que les résultats des enfants qui sont pris en charge dans leur communauté, la famille élargie, grands-parents, oncles, tantes, les résultats pour ces enfants-là sont beaucoup plus positifs et ça correspond mieux à la façon de gérer ces problèmes-là de la façon autochtone sans aide extérieure, sans pression extérieure du gouvernement du Canada. Donc, on sait que les résultats pour les enfants sont meilleurs et on peut voir, disons, pourquoi les enfants sont sortis des familles pour aller en famille d'accueil dans un contexte où il n'y a pas de connexion à la famille ou à la culture ou à la terre. Ce sont, ce sont des circonstances qui ont des effets très, très néfastes sur les enfants, à leur connexion à leur communauté. Et il y a un aspect discriminatoire dans cette façon de faire-là parce que les parents, les grands-parents et les parents, les oncles et les tantes pourraient recevoir ce même financement-là pour garder les enfants dans leur communauté et que ça ait moins d'effets néfastes
les enfants. On sait que ça va avoir des effets beaucoup plus positifs sur les enfants. Ce sont ces questions-là, ces informations-là qu'on essaie de recueillir. C'est les décisions de placement et sur le financement qui est en lien à qui est un enfant qui est dans une communauté dans le nord ou dans le sud de l'Ontario. On sait il y a il y a beaucoup d'argent qui va dans ces placements-là, qui est pas nécessairement qui bénéficie pas à l'enfant, qui est en réalité, c'est beaucoup plus économe, techniquement, de garder l'enfant dans sa communauté, dans sa famille, et ça coûte beaucoup moins cher, en plus d'être meilleur pour l'enfant, parce qu'après ça, on a plus d'argent qui peut être investi dans la prévention. Donc, c'est ce genre de questions-là, c'est le genre de questions qu'on va poser, qu'on va consulter les données. C'est absolument très crucial. Donc, de vérifier là, cette question-là, de discrimination-là, dans les données. Merci, Ashley. Une autre question. Quels soutiens sont dans l'entente pour améliorer la capacité pour utiliser et recueillir des données au niveau communautaire? Il y a quelque chose que j'ai mentionné. Il y a du financement pour les agences qui ont fait de la collecte de données et de l'assurance de qualité. Et la plupart des agences en ont fait, bien entendu, qui ont reçu du financement pour poursuivre ce travail-là. Les Premières Nations n'ont pas reçu aucune de ces données-là, à moins qu'il y ait une autre entente qui a été négociée individuellement avec les différentes agences pour faire cette collecte de données-là, pour voir comment les enfants vont dans les communautés, c'est le bien-être, c'est ce genre de questions-là qui génèrent pardon, des connaissances. En vertu du nouveau mécanisme de financement qui a été décrit dans le projet d'accord, le financement, il va y avoir du financement pour que les Premières Nations puissent. Il y a premièrement du financement pour les services informatiques pour créer des bases de données, améliorer le matériel et pour le financement pour avoir soit sous-contracter la collecte de données et l'analyse elle-même ou pour embaucher quelqu'un pour le faire à temps plein. Et il y a aussi le secrétariat qui est mis à votre disposition pour aider. Cependant, je veux mentionner qu'il y a aussi un aspect. Le projet d'accord reconnaît que ce n'est pas quelque chose qui va, dès le départ, tout le monde va pouvoir le faire. Si l'entente est approuvée, dès le 1er avril 2025, on sait que tout le monde ne sera pas capable de faire ça immédiatement. Il va y avoir une période de transition. Ça va prendre un certain temps pour faire des tests, essayer différentes façons de faire pour trouver la meilleure façon d'approcher ce projet-là, trouver les bons contracteurs. Ça va prendre un certain temps pour comprendre la façon de faire. Puis on a parlé c'est vraiment, c'est une réforme à long terme. C'est une approche vraiment à long terme pour cette réforme-là. Le travail qui doit être effectué va prendre beaucoup de temps. En général, c'est quelque chose que les gens comprennent, mais on ne s'attend pas à ce que les données soient parfaites immédiatement le premier jour. J'espère que ça répond bien à la question. Merci Ashley. Juste un rappel, si vous avez des questions, utilisez le bouton euh, Q&A pour les soumettre. Et si vous ne voulez pas utiliser la fonction Q&A durant le webinaire, vous pouvez écrire à social.development@commercialafn.ca pour nous poser des questions à tout moment suivant si vous avez d'autres commentaires, d'autres réflexions après une fois que le webinaire sera terminé. Notre prochaine question va pour Maggie. Est-ce que les Premières Nations qui ne sont pas satisfaits par des services reçus par une agence ou une Première Nation peuvent avoir accès au système de règlement des différends? La réponse simple est non.
C'est pas la raison d'être du règlement de ce programme-là. C'est vraiment quelque chose, ça sert vraiment à régler les différends qui sont issus du programme de cette entente-là. Merci. On a une autre question que soit Lacey ou Maggie, vous pourriez répondre. Est-ce que des modifications seront faites à la réforme ou à la mise en œuvre en fonction des trouvailles du tribunal de règlement des différends? Pardon, j'ai perdu le fil. Pouvez-vous répéter? Est-ce que des modifications seront faites à la réforme ou en fonction, en fonction des trouvailles du tribunal? Oui, c'est une très bonne question. Oui, on espère que ça va fonctionner. Le but, c'est exactement ça. On veut que ça étudie on veut étudier les dossiers pour essayer d'identifier s'il y a des problèmes systémiques qu'on n'avait pas prévus et pour formuler des recommandations au comité de mise en œuvre pour régler ces problèmes-là. Merci. Lacey, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'est exactement ça. Je crois que l'intention est vraiment de, de, d'apprendre, d'en apprendre plus à la suite des commentaires qu'on recevra et pour formuler des recommandations au comité. Il y a une section dans le projet d'accord qui est aussi disponible sur le site web de l'APN, sur l'ADR, et je vous encourage les gens à regarder surtout qui est à la page 72, qui commence à la provision 2.23, qui parle plus en détail du rôle du tribunal et des autres aspects là, du processus alternatif de règlement des différends. Merci, Lacey. Oups. La prochaine question est pour Ashley, pardon. Quelles sources de données existent en ce moment? Il se pourrait qu'il y ait des données au niveau régional, au plus, par exemple, la Colombie-Britannique a beaucoup d'informations sur les enfants qui sont pris en charge, il pourrait y avoir un bon suivi de ce qui a été fait. Souvent, c'est une information en fonction d'une date. On pourrait savoir, disons, qu'en 2022, il y avait tant d'enfants, etc. Je ne sais pas exactement, on ne sait pas exactement ce qui a fait que les enfants, euh, on ne connaît pas le contexte qui a fait qui sont entrés en- qui ont été pris en charge, on ne sait pas comment ils vont pendant qu'ils sont pris en charge, mais on pourrait trouver ça dans les données provinciales, mais on n'en a pas vraiment, euh, on n'a pas vraiment de données plus granulaires. Il y a aussi l'étude de l'incident des Autochtones, qui est encore une fois une étude qui parle vraiment d'un moment en 2005, qui a commencé en 2005, il y en a une autre en 2018. Les données ont été collectées en 2018 et le rapport a été publié en 2020. Donc, c'est vraiment un sondage des agences. Et la plupart de de l'information qu'on a sur les enfants qui sont prises en charge viennent de ce rapport-là et des données qui ont été recueillies en 2018. Et avant ça, c'était en 2008. Donc, il y a un gros trou dans nos données, mais on essaie d'étudier ces rapports-là pour essayer d'avoir. Ce qu'on sait de ces rapports-là, c'est que les enfants sont toujours surreprésentés dans les familles d'accueil. Ça n'a pas changé depuis 2008 ou 2018. Et on sait aussi que puisque les chercheurs qui ont fait cette recherche-là, qui ont mené cette étude-là, ils recueillaient des informations sur les logements. Donc, on sait que on- certains des stresseurs en lien avec les logements
et- essaie d'avoir une image plus, un aspect, un portrait plus global, mais ces études-là sont faites avec le financement du gouvernement, donc pas vraiment juste Service autochtone Canada, l'Agence de santé publique. Ça dépend toujours des chercheurs pour qu'ils soient disponibles de faire ce travail-là. Et c'est encore, ce sera probablement, on en trouvera, il n'y en aura probablement pas d'autres d'ici longtemps. La commission de réconciliation, vérité et réconciliation, on ne peut pas juste attendre que le gouvernement fasse la collecte de données. C'est des données qui devraient être recueillies par les Premières Nations pour l'utilisation des Premières Nations. Et on veut savoir comment les enfants vont pendant qu'ils sont pris en charge. On veut qu'il y ait de la reddition de comptes pour les agences. Et on veut pouvoir plaider en faveur pour obtenir plus de financement. On veut plaider pour plus de financement. C'est pas quelque chose qui est disponible au niveau provincial ou fédéral, régional ou national. C'est vraiment, on a besoin de plus d'argent parce que on veut savoir comment nos enfants vont pendant qu'ils sont pris en charge par les agences. Merci Ashley. Maggie, si le tribunal est régi par la loi, comment, comment est-ce que ça peut supplanter les autres lois? Ce que je pense que la loi, c'est 92, la loi qui régissait les jeunes et les familles des Premières Nations et les Inuits. Et si je me trompe et que je parle d'une autre loi, laissez-moi savoir. Mais vous savez, il y a, il y a- il y a beaucoup de Premières Nations qui, qui, qui prévoient faire leur propre loi. La réponse courte, c'est qu'il n'y a pas grand-chose il n'y a rien dans le processus de règlement des différends qui touche aux lois des Premières Nations. La- L'entente finale n'a presque rien à voir avec les Premières Nations qui ont leurs propres compétences selon C92. Le seul endroit où il y a une interaction entre ces deux-là, oui, le seul endroit où il y a une intersection, ce sont pour les Premières Nations qui utilisent. euh, il y a personne qui va recevoir moins que ce qui sont dus. Il y a personne qui va recevoir moins que ce qui sont dus si d'un programme à l'autre. Le seul autre endroit où ces deux systèmes-là vont s'intersecter, c'est si une Première Nation utilise sa juridiction et qui utilise tout ce qui est prévu dans sa propre loi. Par exemple, si je travaille pour une Première Nation qui dit qui ont fait sa propre loi, on aimerait quand même l'agence face à des services de protection. On va prendre la protection, l'adoption. Ça, c'est une situation où il y a une interaction entre les deux systèmes, mais cette interaction est juste pour déterminer quel financement reste dans le premier programme pour aller à l'agence et quel financement va avec les Premières Nations et la prévention de cet enfant-là dans sa juridiction. La deuxième partie de la réponse à cette question-là, c'est qu'à partir de la page 72 de l'entente finale, ça dit quelle sera la. C'est important de comprendre que dans le système de justice canadienne, le tribunal de règlement des différends ou n'importe quel corps qui a une, une juridiction. Il n'y a personne qui a vraiment une juridiction en soi. On doit lui offrir une juridiction soit par un système de règlement des différends privés ou dans ce cas-ci, en vertu d'une loi qui a été faite par le Canada. Il n'y a pas le droit de faire quoi que ce soit d'autre que les droits qui lui ont été fournis en vertu du contrat ou de la loi. Donc, vous allez voir, dans le cadre de ce contrat-là, à la page 72, il parle des types de différents que le tribunal pourra régler et il n'y a rien dans que ce soit dans l'article 230, 231
et la section, l'article 235. Il n'y a rien dans ces articles-là qui parle de donner un droit, le droit au tribunal d'avoir aucune prise de décision sur les lois des Premières Nations. Tout ça pour dire qu'il n'y a rien qui peut faire en sorte que le tribunal de règlement différent peut prendre une décision qui va supplanter une loi qui a été accordée aux Premières Nations, un droit qui a été accordé aux Premières Nations. Merci beaucoup. Juste pour poursuivre là-dessus, pourquoi pourquoi pas juste continuer avec la surveillance qui est déjà en place jusqu'à ce que le tribunal de règlement des différends soit mis en œuvre? Oui, merci Richard. Je comprends pourquoi les gens peuvent être intéressés à avoir une réponse à ça. C'est vraiment un modèle qui pourrait se produire. Je pense qu'il y a quand même différentes réponses. Il y a des réponses plus politiques, d'autres plus juridiques. Ma réponse, c'est que je suis pas confiante que tout ce qui a été dit dans le contrat, c'est quelque chose que le CHRT, que le tribunal, le TCDP, que le tribunal a vraiment déjà une juridiction pour faire ça. Je- les questions qui ont... Il y a des questions dans la loi. C'est pas clair, selon moi, que la loi sur les droits de la personne a la juridiction que tout ce qui a été décrit dans ce contrat-là puisse être réglé en vertu de cette loi-là. Donc, c'est pour ça qu'on pense que en- entre l'établissement du... que- il y a aussi il y a une question de rapidité, la rapidité de règlement des différends. Donc, en vertu de ce qui est en ce moment en vigueur, ça a été déposé en novembre. Il n'y aura probablement pas en novembre dernier, il n'y aura probablement pas de règlement avant novembre prochain. Donc, sur une question, ça a pris 1 an pour que ce soit résolu. L'attente, c'est que on s'attend à ce qu'avec le nouveau processus, ça soit beaucoup, beaucoup plus rapide que ça. C'est la seule fonction est vraiment de régler ces problèmes-là. Les autres situations, c'est vraiment une fonction plus pratique. Avec la chose, ce qui arrive avec les politiques, c'est que le Canada avait pas le droit de parler, d'avoir une entente pour ce tribunal-là. Donc, si on veut faire une entente, si on veut avoir une entente, on veut quelque chose qui va supplanter euh, la juridiction du tribunal canadien. On veut vraiment que ce soit plus rapide et plus efficace pour se concentrer uniquement là-dessus. Merci beaucoup. La prochaine question parle de l'article du paragraphe 333. Pourquoi est-ce que c'est important de dire qu'ils ne vont pas faire d'ajustement avec SAC plutôt que de faire affaire avec le système de règlement? Encore une fois, on revient avec quelle est quelle est la juridiction initiale. On a entendu qu'il y avait des inquiétudes dans la négociation de cette entente-là. C'est que si une personne on- que si était déjà dans le tribunal de règlement de différend, que cette personne-là ait plus le droit d'aller par le tribunal canadien de faire un greffe contre SAC, peu importe la raison pour laquelle il était rentré dans le système. Donc, on veut offrir une juridiction très limitée qui est vraiment par rapport à la propriété de l'argent et pour l'interprétation de la loi et pour ce que les personnes peuvent recevoir en vertu de l'accord. Et si une personne veut euh, pour déposer un grief contre SAC, que ce soit dans un tribunal ou dans une cour, ces personnes doivent passer là avec le tribunal lui-même. Donc, ça nous semble être la façon la plus simple parce que c'est pas vraiment quelque chose qui va compromettre les droits de la personne ou qui va compromettre la façon qui va compromettre la capacité des gens à travailler contre les intérêts du tribunal. Donc, en réalité, je pense que de cette façon-là, c'est assez clair qu'il y a une façon et une seule façon de poursuivre par rapport à c'est la seule, soit le tribunal ou la cour, c'est la seule façon de poursuivre de cette façon-là.
Il y avait une question de Chiral et on me demandait de répondre. On demandait quels sont les niveaux complexes de la situation. Ça, c'était un commentaire que Shirley a fait. Et c'est une question plutôt qu'on a eu. Oui, évidemment, c'était bien. Les gens ont des opinions différentes à ce sujet-là, à savoir si le mécanisme gouvernemental fonctionne ou pas, est-ce qu'il est efficace ou est-ce que c'est une bureaucratie qui ne servait pas les besoins des Premières Nations. Évidemment, tout cela est dans le sac. Mais, euh, mais c'est personnellement, moi, la perspective que j'ai en Ontario, c'est que ces mécanismes gouvernementaux qui fournissent un temps de reddition de comptes ou comptabilité, ben, imputabilité, c'est mieux de rester à l'intérieur d'une opération qui n'a jamais été offerte aux Premières Nations, de toute façon. Et les gens peuvent ne pas aimer cette conclusion. Bon, voilà, j'ai plus rien. Merci beaucoup, Maggie. L'autre question, c'est pour Leslie. C'est une organisation nationale. Pourquoi est-ce que le comité est-il composé de représentants d'Ontario? Merci pour cette question. Oui, j'ai fait partie de cette table. J'ai questionné cette table avec une perspective d'un comité de mise en œuvre. Je peux vous assurer que notre intention ici est de créer un comité qui reflète euh, les opinions à travers la région. Mais la préoccupation, évidemment, c'est de ramener tout ceci à la table de négociation avec certains autres partis. Mais aussi, Maggie a mentionné que le chef d'Ontario était, était ceux qui ont déposé des plaintes originalement. Et sous cette entente, il pourrait nommer un membre de faire partie du comité de réforme. Merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Il nous reste à peine 10 minutes pour d'autres questions. Est-ce que vous avez des questions encore? Vous pouvez utiliser le bouton au bas de l'écran, le bouton de questions-réponses. Vous pouvez demander à quiconque, Ashley ou quiconque qui fait partie du panel aujourd'hui. Est-ce que ça peut être utilisé pour établir une évaluation du bien-être? Je ne sais pas pourquoi pas. Une chose, évidemment, qu'il faut toujours se souvenir, c'est le financement que les anges et les Premières Nations auront. C'est un financement dont vous aurez une partie, ce que nous appelons distribué de manière notionnelle. Est-ce que ce sera alloué pour soit la technique informatique ou pour quelle enveloppe cela sera-t-il donné ou utilisé? Si vos priorités, par exemple, sont faire une évaluation de base, je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas utiliser ce financement. Vous pourrez faire ce genre de travail avec le financement. Optimalement, la flexibilité de ce financement est, est intentionnée à la réforme ou à l'intérieur de cette réforme. Je dirais que je ne vois pas qu'il y aurait d'obstacles. Je pourrais aussi, la question pourrait être posée aussi régionalement. Peut-être qu'ils auront plus d'informations. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des informations disponibles du comité au changement de mobilisation ou autre? Oui, j'espère qu'on aura ces réponses la semaine prochaine. En Ontario, on aura une fois qu'ils seront finalisés, il y aura des négociations, pas des négociations, mais des sessions d'information pour répondre à ce genre de questions. Oui, j'espère que le repas sera terminé. Oui, alors, je ne peux pas parler pour les autres.
Alors là, on arrive à la fin ou presque. S'il n'y a pas d'autres questions, mais s'il y en a d'autres, si vous pensez à certaines questions au sujet de cette entente et le gouvernement, etc., écrivez-nous à afn.ca euh, pour répondre à votre question. Et si on doit s'arrêter au sujet à cause du temps qui nous reste alloué, alors la question c'est qui reste, c'est combien de latitude reste-t-il pour les 5 parties pour négocier davantage? Des changements basés sur les opinions qui ont été déjà soumises au comité. Je peux répéter cette question encore si vous n'avez pas saisi? Non, j'ai saisi la question. J'imagine que euh, il faut savoir ça, qu'est-ce que ça veut dire la latitude? Quel genre d'influence que l'on a, quel est le pouvoir d'influence que l'on a, et le présenter aux arbitraires, aux arbitres et les ramener à Canada par la suite. Je ne sais pas comment ceci, si ça a été intentionné de cette manière-là ou comment ça va se passer. Nous sommes en train de émettre un avis à ce sujet et à plusieurs engagements ici à travers la province à ce sujet, mais on va amener, présenter ces enjeux euh, avec à tous les partis bientôt dans notre rencontre. Je peux vous assurer que ça fait partie du travail qui est mis sur table en ce moment et on peut vous assurer que oui, on pourra rejoindre une entente qui, notre espoir, enfin, c'est qu'on arrivera à une entente conciliante. Megan, avez-vous une opinion sur ça? Oh, je crois que vous avez muté. Oui, d'accord. Je ne sais pas la réponse à cette question, mais vous savez, je ne sais pas si Canada a un mandat de faire quelques changements, soit-il. Je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose là. Je vois une question ici de Harold. C'est toujours une question difficile pour elle. Bonne question. Est-ce que vous pouvez commenter sur les services d'enfants familles n'ont pas été adéquats pendant toute cette négociation? Ce que je peux dire, c'est le modèle du programme est fondé sur d'abord le modèle existant qui existait déjà et avec un financement additionnel et aussi c'est fondé sur la recherche qui a été faite par les Premières Nations à travers des consultations et avec les agences et les prestataires de Premières, bon, certaines des Premières Nations et des prestataires des agences. Et je crois que je comprends que c'est certaines critiques que les gens disent, mais je crois que pour moi, c'est pas nécessairement donné des critiques par rapport à toutes les formations qui ont déjà été données. Ça dit aussi dans les chefs d'Ontario qu'il faudrait peut-être avoir un conseil, consultation conseil. Moi, c'est mon opinion personnelle. Je voudrais tout simplement vous parler de comment sont les responsabilités, peuvent-elles être présentées. C'est une question importante. Comment ces responsabilités peuvent être distribuées? Bon, alors, il n'y a rien dans cette entente qui pourrait changer la responsabilisation dans la loi. C'est déjà arrivé. Il n'y en a pas au sujet des services des Premières Nations, il n'y a pas rien de différent au sujet de la responsabilisation. Bon, évidemment que ce soit des programmes de conseil, de bande ou bien d'autres programmes d'affaires aux Premières Nations. Ils ont la potabilité, la responsabilité, c'est selon la loi, c'est la loi commune, common law, Canadian Common Law. S'il y a des responsabilités augmentées ou des possibilités, quand vous prenez ces amendements ou ces financements, oui, il faut s'assurer que tout le monde, s'assurer que les gens, quel est leur devoir, quelles sont les normes associées à ces responsabilités-là, et quand vous livrez des services, quelles sont vos responsabilités par rapport à ça. Mais finalement, il n'y a pas de changement par rapport à cette responsabilisation et l'habilité d'utiliser l'argent qui est sous l'entente pour les assurances, ce qui est gérer les responsabilités humaines.
vous assurer que vous avez des politiques convenables, que vous fournissez des services qui sont en ligne avec les processus en ligne et acceptés. Et le scénario le pire, c'est que s'il y a quelque chose qui se produit, ben, vous essayez de le gérer avec les fonds supplémentaires. L'entente n'est pas intentionnée à déranger l'ordre normal de la façon dont ça procède. Je ne sais pas si j'ai pu saisir tout ce qu'elle avait dit. Quelques questions encore qui viennent. On ne pourra pas y répondre aujourd'hui, mais on va suivre vos courriels que vous allez nous envoyer à ce sujet, de sorte à pouvoir répondre à vos questions. Avant que nous finissions, je voulais tout simplement vous dire ceci parce que c'est notre dernière session. Ashley, Lindsay, Miguel, est-ce que vous avez un commentaire particulier que vous voulez ajouter parce que c'est la fin de nos sessions d'information? Est-ce qu'il y a des sujets que vous aimeriez discuter qu'on n'a pas encore partagés ou d'autres choses que vous aimeriez partager qu'on n'a pas eu le temps de toucher? Alors, ou peut-être après ça, on pourra finaliser avec les mots de fin de nos aînés. Maintenant, est-ce que quelqu'un veut partager quelque chose? Ashley? Je viens, tiens, à remercier tous les participants d'avoir été parmi nous. Et j'ai vraiment aimé ces sessions. Et j'aimerais bien que les Premières Nations, les agences qui ont été appliquées, j'aimerais les remercier. C'est évidemment c'est un processus qui a été à un niveau très accéléré. 4 jours par semaine, plus de 48 heures par jour, pas 48 heures par jour, mais plusieurs heures par jour. Et il y a plusieurs consultations ont eu lieu, plusieurs rencontres avec des experts ont eu lieu. Et tout ceci a eu un grand poids sur le développement de cette réforme. Les recherches aussi qui ont été mises à jour, qui continuent de présenter des recommandations. Euh, alors, ces recherches et ces recommandations ont été compilées, recueillies et ont été écoutées pendant la durée de ces négociations. Ces agences et les experts, tous les avis les conseils qu'on a reçus depuis moi, et même avant que j'arrive il y a 3 ans, toutes ces informations ont été à l'intérieur du cadre de ce que nous faisons. Pour toutes ces recherches sont fondées encore là. Toutes ces recherches ont été faites avec les agences des Premières Nations, les agences des Premières Nations. Alors, les Premières Nations ont été vraiment les leaders et les meneurs de cette cueille d'informations. Alors, oui, je voulais juste dire qu'il y a eu beaucoup de input, d'informations, de renseignements qui nous ont été donnés. Et cette information a été prise vraiment à cœur. Et je voudrais vous assurer que d'abord et avant tout, ce programme a vraiment pris soin de vérifier la discrimination et aussi d'assurer que le financement, que les gens qui étaient loués à différents groupes, l'a été fait très consciencieusement et pour fournir des services aux enfants Premières Nations. Oui, un commentaire sur ceci. Ça a été une route très longue. Beaucoup de cœur et de mains et d'efforts ont été mis là-dedans. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation aujourd'hui. Je vous ai tous je voudrais vous laisser savoir que vous avez toutes ces sources de réponses et l'aide que vous avez sur le site inclut cette réforme et aussi les portions offertes par le gouvernement. Et avant de laisser la parole à Maggie, je voudrais tout simplement dire que le règlement des différends qui a été fait à l'intérieur de cette réforme, je crois que c'est peut-être des éléments les plus importants. Et évidemment, l'effort a été vers le rendre le plus culturellement adapté. Alors, je voudrais juste dire ceci et j'espère que vous prendrez le temps de lire tous les détails de cette entente
et que vous saurez l'apprécier et aussi apprécier l'information qui vous a été donnée. Mais je suis prête à d'autres questions, à répondre à vos questions. Merci. Maggie, merci beaucoup pour ceci, pour être capable de nous avoir accommodés et votre participation parallèle à la nôtre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ashley, Maggie et Negui, pour notre discussion aujourd'hui et d'avoir pris le temps de partager cette information importante avec nous au sujet des mesures de performance, la reddition de comptes et la gestion de tout ceci. La session aujourd'hui a été vraiment très consciencieuse et un éveil et pour pouvoir régler cet accord d'entente et assurer qu'il y ait une bonne responsabilité, une bonne gouvernance et une bonne imputabilité. Je remercie les techniciens, les panels et tout le monde qui ont participé ici. Je vous rappelle que vous pourrez accéder à l'enregistrement de cette session sur notre site d'ici les prochains jours. Merci beaucoup de vous être rejoint à nous pour ces modules. Cet été, j'aimerais maintenant retourner la parole à notre aîné qui va nous présenter la prière de clôture, Lauren Dockstader. Je suis vraiment très honorée d'être avec vous aujourd'hui et d'avoir écouté tous les enseignements. Moi, en mère, grand-mère, je pense toujours aux enfants, évidemment, et je sais que les communautés, dans nos communautés, nous avons des enfants mis en charge, et très souvent, j'ai été en contact avec ces enfants. L'un en particulier qui me vient à l'idée, c'était à l'école, je faisais une présentation au sujet de notre culture et qui nous étions en tant que Mi'kmaq. Et après ma présentation, deux jeunes sont venus me voir et ont dit merci beaucoup parce qu'il manque vraiment le fait d'être à la maison et faisant partir des cérémonies et d'être dans les communautés et à savoir qui ils sont, quelle est leur identité. C'est très important pour eux. Ça m'a vraiment touché au cœur. Et aujourd'hui, alors que je vous écoutais, je sais très bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans ce processus. Et je vous remercie. Et quand je parle avec vous, vous essayez vraiment de trouver et de réaliser la meilleure solution pour que nos enfants soient bien soignés. Et je vais continuer de prier pour les gens qui continuent de soutenir ce processus et aussi ceux qui prennent soin de nos enfants et qui prennent intérêt à nos enfants. Parce que la plupart du temps, ces enfants-là ne sont pas cette voie pour ceux qui prennent soin des enfants, euh, les, les, les soigneurs et les éducateurs. Alors, je vous remercie beaucoup pour ces sessions. Je voudrais vous remercier le Créateur pour nous rassembler aujourd'hui. Et alors que nous fermerons cette séance aujourd'hui, je demanderai que le Créateur continue de nous guider de manière sécuritaire, que l'on retourne dans nos communautés de manière sécuritaire et que vous puissiez continuer de faire le travail que vous faites parce que ceci doit être fait de manière très positive et que ce soit fait dans une façon très respectueuse. Alors, comment à toutes mes relations et je dirais jusqu'à ce que nous nous rencontrions la prochaine fois. Je vous souhaite une très belle journée et merci beaucoup pour tout le travail que vous faites. Merci beaucoup. Merci, L2, N. Merci beaucoup. Au revoir.